Bonsoir à tous. Luce, on y va? On y va. Bonsoir à tous, je suis là puisque Luce m'a demandé, c'est un honneur, une pression immense d'animer ce soir cette cérémonie de remise du prix 2022. Merci d'abord à toi, cher Luce Perrault, de faire vivre le livre et le débat comme tu le fais avec vaillance depuis plusieurs années. Merci au ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, d'être aux côtés de Luce avec une fidélité constante. Merci pour votre accueil ici au Quai d'Orsay, alors même qu'une guerre à 2000 km d'ici seulement vous occupe, vous préoccupe, mobilise vos équipes, on l'imagine, jour et nuit. Merci aux membres du jury, ce jury singulier qui croise des regards venus du monde politique, diplomatique, militaire, universitaire, journalistique. Merci aux éditeurs, il y en a ce soir, qui rendent ce prix possible. Merci enfin, last but not least, à Justine, Camille, Eunice, Emma, Anna et Lise, toute l'équipe de l'association Lire la politique. Je crois que nous saluons également la présence parmi nous ce soir des ministres Audrey Azoulay et Emmanuel Valls. Et nous saluons également la présence d'André Gratchev et de Macha Merrill. Plus que jamais, la période nous oblige à récompenser un ouvrage à la hauteur des événements historiques que nous sommes en train de vivre. L'agression de l'Ukraine souveraine et démocratique par l'armée de Vladimir Poutine, un acte de guerre sans précédent depuis 1945, le retour d'une guerre sale à l'ancienne, une guerre de violation de territoire qui n'a plus rien d'hybride. Même s'il y a aussi dans cette histoire, avec un H, un élan de solidarité qui traverse la planète, réunit une certaine opinion publique mondiale, un sursaut d'unité européen, occidental, et je crois aussi la fin d'une certaine ambiguïté sur qui sont les agresseurs, qui sont les agressés, qui sont les dictateurs, qui sont les démocrates, qui respectent le droit, qui le violent, qui croient encore au multilatéralisme, qui le bafoue. Alors parce qu'avec ce retour du tragique, les mots ont plus que jamais un sens, ce soir nous avons veillé à récompenser les bons mots, les bons livres, honneur à la géopolitique, dont le grand Yves Lacoste disait aussi qu'elle était un moyen, je cite, d'éviter les guerres. Avec 3 ouvrages finalistes, celui de Michel Duclos, une réflexion à point nommé en pleine campagne présidentielle pour évaluer à son juste niveau là où en est la puissance française, c'est-à-dire la France dans le monde. Frédéric Ancel, qui lui a voulu passer en revue les différents pouvoirs, VOIES emprunte au XXIe siècle la puissance, et Jean-Marie Guéhenno, qui dresse un premier bilan solide de notre siècle et la façon dont nous sommes passés de la globalisation à ce qu'il nomme l'émiettement du monde. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, il vous revient maintenant, je crois, d'ouvrir cette cérémonie. Merci beaucoup de ces mots d'introduction. Désolé, chers amis, un peu en retard. C'est la raison pour laquelle on a initié l'ouverture du bar avant que nous n'arrivions. Il peut d'ailleurs poser un problème pour les applaudissements. Enfin, je pense que vous pouviez le faire avant. En tout cas, ça montre que le travail du jury a été extrêmement sérieux. Je vais saluer la présence de Manuel Valls, le Premier ministre, de Louis Mermaz, cher président. Je n'ai pas vu Audrey Azoulay, peut-être qu'elle est là, elle était annoncée, mais si elle est là, nous le dira dans un instant. C'est la 9e édition du prix du livre de géopolitique. Et je veux rendre hommage au travail admirable de Luce Perrault. Ça va être dit, mais il faut le dire. Elle est là, Luce. Voilà. Merci Luce, bravo. Je voudrais remercier aussi pour cette permanence et cette volonté, cette régularité, cette fidélité, notre jury, et pour les échanges passionnants que nous avons eus au cours de ces 9 ans, parce que beaucoup sont là depuis cette date-là. Et puis enfin, vous dire que pour moi, accompagner la naissance de notre prix à l'hôtel de Brienne, dans une vie antérieure, et puis son essor ici même au Quai d'Orsay, était vraiment un grand plaisir pour moi et une grande fierté. Je ne sais pas comment se fera le 10e prix, mais enfin, on verra ça plus tard. Je voulais vous dire aussi que deux autres choses, rapidement. La première, c'est que la géopolitique, depuis 9 ans, est complètement rentrée dans la vie de nos concitoyens. On pouvait considérer avant que c'était peut-être un peu extérieur, mais là, il y a eu le choc du terrorisme, qui a semblé abolir la distance qui séparait les deux de nos villes et théâtres de guerre du Proche-Orient.
Il y a eu la crise pandémique qui a mis au jour la logique de puissance dans la vie internationale, y compris là où on n'attendait pas. Et là, nous sommes confrontés au choc du retour de la guerre sur notre continent, avec une guerre d'agression, une guerre d'annexion, une volonté de négation d'un État, un fort écho de mobilisation et d'émotion internationale, avec en même temps une histoire qui paraît bégayée dans des moments graves, donc il ne faut pas sous-estimer l'ampleur, mais aussi dans un moment où finalement je me dis ça maintenant, ça fait 15 jours que la guerre a commencé, pour ainsi dire, l'Europe n'est plus la même aujourd'hui qu'il y a 15 jours. Elle est devenue autre. Je ne sais pas si elle est devenue puissance, mais je sais qu'elle n'est plus la même. À la fois dans l'unité de sa présence, de sa détermination, de son affirmation, à la fois dans la rapidité de ses décisions, et à la fois dans la force de ses décisions. Et si pour l'instant Vladimir Poutine a réussi quelque chose, c'est de contribuer à solidifier l'Europe dans son affirmation. Il faudra ensuite que ça se poursuive dans la gravité du drame que nous connaissons, que nous allons sans doute connaître. Je disais tout à l'heure, je ne vais pas dire mon amiral préféré, mais un amiral quotidien, que je sentais revenir là, cher Manuel, ça te dira quelque chose, la logique des sièges. Et nous sommes maintenant rendus à un moment de cette crise où la logique des sièges, que l'on a connue à Bosnie, que l'on a connue à Alep, est en train de renaître, avec sans doute un peu de retard par rapport à l'hypothèse de départ des forces russes, et qui risque d'aboutir à de grands malheurs. Kharkiv, Mariupol, Odessa, Kiev. Et donc, nous n'avons pas fini de constater des souffrances, et en même temps, nous devons affirmer ce que nous sommes. Nous sommes une Europe qui est sur sa puissance et qui respecte les souverainetés et les libertés. Voilà l'enjeu. Et donc, ce livre s'inscrit dans ces choix, ce prix, s'inscrit dans cette histoire, mais jamais peut-être il n'y avait eu autant de liens entre le prix que nous avons initié et la réalité des situations que nous vivons. Voilà, je veux saluer aussi la présence de Macha Merrill, peut-être d'André Kratchel, je ne sais pas si il est là, mais si il est là, vous n'avez pas salué, et j'ai vraiment plaisir à vous saluer, et tout à l'heure, j'espère que vous pourrez nous dire deux mots comme des grands témoins de ce grand groupe. 23, ben voilà. Merci beaucoup d'être là, et on va passer à la cérémonie de prix. Alors, nous allons vous présenter ces trois ouvrages finalistes présentés par un membre du jury. C'est d'abord Dorothée Schmitt qui va venir nous parler de l'ouvrage de Michel Duclos et dialoguer avec lui. Dorothée. Michel est dans la salle, je ne l'ai pas vu. Il est là. Donc, cher Michel, je suis absolument honorée de présenter ce livre qui était, je dois dire, un livre que j'ai cherché pendant plusieurs années et que je suis contente d'avoir rencontré parce que je trouve que c'est une analyse extrêmement précieuse de la diplomatie macronienne, très informée. Une espèce de livre scientifique, d'essai de théorisation vraiment, pour moi, très réussi dans toute cette partie qui est à la fois sur la diplomatie de Macron, qui relève à la fois du praticien, avec vraiment ces choses de première main de diplomate, une vision vraiment sans faux semblant du travail diplomatique, un effort très rigoureux de mise en cohérence sur le long terme, qui nous fournit donc les concepts et les compréhensions de la diplomatie macronienne, et puis presque une espèce de thriller sur les péripéties de l'actualité, parce que finalement ça a été quand même une diplomatie hyper active, même si, comme tu le dis très bien, elle est aussi beaucoup plus dans l'action que dans peut-être la mise en œuvre des concepts, même si c'est un président qui adore réfléchir et qui adore le concept. Je crois que c'est un livre qui est très
très utile à la fois pour les analyses géopolitiques, mais aussi pour les historiens, parce que cette période, on aura besoin d'avoir des données, et c'est déjà presque un travail d'archivage au jour le jour qui a été fait par ce livre. Et puis pour un public étranger, pour qui Macron est très souvent une énigme. La diplomatie française, je sais qu'on nous pose beaucoup de questions sur la façon dont la France se comporte dans le monde et sur la portée des initiatives, ce fameux réalisme de rupture, ces fameuses initiatives de rupture qu'a Emmanuel Macron. Évidemment, comme on a tous vécu ces événements récents ukrainiens et revu les livres dans lesquels on a eu à choisir, tous les points sur la façon dont Macron pensait la Russie sont extrêmement utiles sur cette espèce de façon de créer une relation presque cool finalement avec le président russe, avec cette façon de théoriser les options de la Russie qui pourrait être soit une puissance toute seule, soit simplement une sorte de satellite chinois. Alors ça, aujourd'hui, on se demande effectivement quelle est celle de ces options qui va prévaloir. Avec en face du président français, au moment d'une interview à des économistes, une journaliste qui lui dit « mais le raisonnement s'appuie sur la logique et non pas sur le comportement de Vladimir Poutine ». Et précisément, c'est l'erreur qu'on a faite tous probablement au cours des 2 derniers mois. Merci encore beaucoup. Je garde très précieusement ce livre qui est devenu mon livre de chevet, tous les prochains articles que j'aurai écrits. Béatrice Hublin nous rejoint pour nous présenter l'ouvrage de Frédéric Enseigne. Bien, écoutez, quand j'ai commencé à ouvrir l'ouvrage de Frédéric, j'ai retrouvé le plaisir de la lecture. Frédéric parle clairement, de façon pertinente, sans jargon. Et c'est en cela qu'il est fidèle Yves Lacoste, qui a toujours banni le jargon. Tout texte qui était jargonneux était biffé de façon nette et claire. Et parce qu'on a un souci, je dis on parce que c'est Hérodote et que Frédéric fait partie évidemment du comité de rédaction de la revue, et de s'adresser au plus grand nombre possible. Et que c'est, il nous faut une réflexion géopolitique citoyenne qui nous motive et qui, je crois, motive profondément Frédéric. Alors, c'est important pour moi aujourd'hui qu'il soit parmi les 3 finalistes, parce que ça fait 30 ans maintenant que je connais Frédéric. Il fut mon étudiant, il fut surtout celui de Lacoste. Et je me disais, mais au fond, c'était un étudiant de Sciences Po, et qu'est-ce qui a bien pu le motiver pour venir, alors qu'on était quand même encore dans le début des années 90, venir à Paris 8, qui n'est quand même pas l'université la plus prestigieuse dans les représentations de notre élite française, pour venir faire de la géopolitique, qui plus est enseignée par un géographe. Car, soyons honnêtes, la géopolitique au début des années 90 dans le milieu universitaire n'avait quand même pas ses lettres de noblesse. Si aujourd'hui tout le monde parle géopolitique, ce n'était pas le cas dans ces années-là. Et donc il a eu l'audace, et Frédéric ne manque pas d'audace, de venir suivre les séminaires de Lacoste et par conséquent aussi les miens, mais je pense que son choix premier, très clairement, était celui d'Yves Lacoste. Et ce 9e prix, ça fait donc déjà longtemps, et j'ai une pensée pour Lacoste que j'ai appelée cet après-midi, pour lui dire que Frédéric était dans les finalistes, et il en était extrêmement heureux. Voilà. Alors le livre « Les voies de la puissance », je vous ai dit qu'on rentre dedans extrêmement facilement, et c'est en ce sens-là que pour moi c'est un ouvrage de géopolitique citoyenne, et ce n'est pas rien, c'est extrêmement important de le dire, et qui est, c'est vrai, d'une facture très classique. La puissance, c'est quoi? Sur quels critères elle se définit? C'est l'objet d'une première partie. Puis une deuxième partie qui va être un état des lieux. C'est audacieux de faire un état des lieux. Il essaye en fait de caractériser les différentes formes de puissance. Alors évidemment, on va trouver les États-Unis. D'ailleurs, le chapitre les États-Unis, c'est les États-Unis tout court. Après, sur la Chine, il y aura une mention un peu différente, si je ne me suis pas trompée, mais c'est assez intéressant. D'abord, c'est la Russie, le deuxième, et c'est une grande puissance pauvre. Je trouve ça extrêmement intéressant, une grande puissance pauvre, ou comment le redevenir grande puissance.
différemment. Et ce livre-là s'est trouvé, hélas, je dirais, tombé à pic en ce moment. Nous aurions préféré que ce ne soit pas le cas, très clairement, mais c'est comme ça. Et je pense que sa lecture, facile, agréable, va donner à réfléchir et va permettre à beaucoup de monde d'essayer de comprendre ce rapport entre État et puissance. Et au départ de cet ouvrage, Frédéric dit que la puissance, ce n'est pas forcément négatif. Que la puissance, ça peut être aussi quelque chose de protecteur. Alors ce que nous vivons aujourd'hui n'est absolument pas l'image de cela. Mais on a le droit aussi de garder espoir. Lisez-le, vous passerez un bon moment. Et Pierre Hubert va nous présenter le livre de Jean-Marie Béhéry. Bonsoir. Au mot du 1er 21e siècle de Jean-Marie Béhéry, que j'ai posé une réflexion à la fois novatrice et profonde sur l'état du monde, venant d'un auteur qui prend la plume lorsqu'il a quelque chose d'important à dire. Il a écrit il y a 2 décennies la fin de la liberté, la fin de la démocratie, le brouillard de la paix. Plusieurs postes privilégiés ont nourri cette réflexion comme diplomate. Quai d'Orsay, comme secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, et comme intellectuel aussi. Et c'est à ce titre qu'on le voit croiser des disciplines comme l'anthropologie, la sociologie, la philosophie aussi, et bien sûr la géopolitique, pour aborder, pour comprendre ces forces humaines, pour comprendre cette complexité du monde, à laquelle d'ailleurs on voit le sous, globalisation immédiatement, et pour le faire avec lucidité, sans jamais céder à la facilité, aux poncifs ou aux idées reçues. Jean-Marie Béhéry avait, ce que j'ai bien vu dans ce livre, c'est qu'il a le mérite de penser quelquefois contre lui-même. Et c'est à cela que je crois qu'on peut reconnaître Jean Pesquet. Autre mérite, c'est celui de ne pas poser un diagnostic fini, mais également de poser, de pas seulement poser un diagnostic achevé, mais de poser les bonnes questions. Les évolutions, questions sur les politiques publiques, sur les évolutions des sociétés, sur la relation. Je suis très intéressé cette réflexion sur la relation entre savoir et pouvoir, sur la gestion des risques collectifs. Et donc, c'est un livre qui m'a, je crois, marqué. J'espère qu'il ne sera sans doute pas le seul à être marqué par ce livre. Je voudrais dire que le prix de 2022, le prix du livre de géopolitique, a été dès les premiers, elle est nominée, le 27 mai, je crois, c'était un grand cru par tous ces ouvrages nominés, un grand cru dans le trio de la finale et dans cette école, je crois qu'il y a un très grand cru. Une pépite, c'est ce livre de Jean-Marie Béhéry qu'on a fait pour, au fond, nous aider à déchiffrer cet énigme du monde contemporain. Monsieur le ministre, il vous revient de nous annoncer qui est l'heureux élu de ce prix 2022. Alors, le prix 2022 est attribué à Frédéric Ancel. Je ne vais pas faire de commentaires sur le livre. Béatrice Gibelin l'a décrit tout à l'heure, et finalement le mot tombé à pic à ce moment-ci a été, je crois, très révélateur de la discussion que le jury a eue. Il y a eu match, il y a eu un débat important, c'est pour ça qu'on était en retard. Mais nous avons pensé que finalement, ce livre correspondait bien au moment et au concept que nous avons voulu initier par le prix de géopolitique. Et c'est, je crois, ce qui a déterminé le choix définitif
en votre faveur, cher Frédéric. Je sais que vous étiez pendant un certain temps membre de notre jury. Mais ça n'a pas été, de quelque manière que ce soit, un élément d'influence, je pense, sur le choix et sur le vote. Je vous félicite à nouveau et je souhaite que ce livre ait un grand succès, comme d'ailleurs les autres, parce qu'il participe aussi à la réflexion majeure en ce moment sur les grands enjeux du monde et aussi sur notre conception d'envisager la géopolitique pour l'avenir. Voilà, merci à vous, Frédéric. Merci, Monsieur le Ministre, je vous remercie. Je reste à mes côtés. Merci infiniment, merci à Luce, merci à Cédric, merci François, merci au jury par définition pour sa confiance. Merci beaucoup à Odile Jacob et à Bernard Gottlieb pour leur patience, pour leur célérité. Merci à toute l'équipe du prix. Je suis profondément ému, je fais de la géopolitique depuis très longtemps, je ne sais pas si j'en fais bien, mais ce qui est sûr, et ma grande sœur, Béatrice Gibelin, ma grande sœur intellectuelle, l'a rappelé avec beaucoup d'amitié tout à l'heure, beaucoup de fraternité. Ça anime ma vie morale et intellectuelle depuis extrêmement longtemps. Je ne dis pas seulement intellectuelle, morale et intellectuelle, et je ne serai pas long, et je voudrais développer mon propos en 2 points, si vous me permettez. Le premier et le suivant. J'ai toujours considéré qu'on ne pouvait pas faire de la géopolitique comme M. Jourdain faisait de la prose. Et monsieur Lacoste et madame Gibelin, à l'époque, ils s'appelaient comme ça, quand j'étais étudiant à l'Institut français de géopolitique de Paris 8, ont toujours dit que la géopolitique devait absolument descendre du côté du citoyen. Le citoyen devait s'emparer des débats publics, la géopolitique ne devait pas rester entre les mains de quelques-uns, y compris d'ailleurs voire peut-être surtout, dans une démocratie, et par définition, dans une démocratie, on doit pouvoir exercer son droit de parole, y compris pour ce qui concerne les questions de défense et d'affaires étrangères. Et ça m'a toujours beaucoup marqué parce que je pense que ces dernières années, on a, ici et là, peut-être parfois tendance à galvauder le terme. La géopolitique, ça signifie quelque chose d'un point de vue scientifique, épistémologique, c'est une démarche intellectuelle qu'il faut, me semble-t-il, défendre. Et ça n'étonnera personne, surtout après l'éloge de Béatrice Gibelin, que je rappelle à quel point, me semble-t-il, et c'est ce que j'ai voulu faire dans ce modeste ouvrage, la géopolitique, c'est d'abord l'étude des rivalités de pouvoir, des rapports de pouvoir, mais qui souvent prennent la forme de rivalité de pouvoir. Ne jamais oublier la géographie. Moi qui ne suis pas géographe à l'origine et qui suis sang et eau pour faire un peu de géographie et tenter d'en faire le moins mal possible, et qui a toujours pris la mesure de la nécessité de faire des cartes, de lire des cartes, de proposer des cartes. Et enfin, et peut-être surtout, l'étude des représentations. Ces perceptions identitaires collectives sur des temps longs, les temps longs chers à Fernand Braudel. Je pense très sincèrement qu'on ne fait pas de géopolitique sérieusement sans travailler sur les représentations, sans tenter d'étudier le plus finement possible, de préférence sur le terrain, de préférence en connaissant les langues. Mais c'est très difficile de connaître 1, 2, 3 langues étrangères et de travailler pendant des années sur une population ou sur un collectif donné, mais au moins le plus possible, parce que sans tenter d'approcher les représentations des collectifs, alors je pense que c'est réellement en vain qu'on tente de comprendre les objectifs, les stratégies, les tactiques, les raisons pour lesquelles se meuvent des peuples ici ou là. Et puis le deuxième point sera plus court. Je pense que la géopolitique ne peut pas tenir lieu de cynisme. Je pense que ce n'est pas possible. Je pense que la fameuse réelle politique, avec le cas prussien qu'arbore un certain nombre de gens qui considèrent qu'en étant ultra réaliste, on va ultra comprendre un conflit, je pense que d'abord c'est une idée fausse, et quelque part c'est une perversion de l'esprit. Je le dis de manière extrêmement forte parce que si il n'y a pas au moins une variable morale, éthique, humaine, humaniste, de prise de décision dans les affaires internationales, et je sais très bien, et on le sait tous très bien ici, comme le disait Hegel, que les États manquent des intérêts, et que l'État est l'acteur principal, primordial dans les relations internationales, au moins depuis le traité de Westphalie, je pense dire qu'il va le rester. Après, c'est pas pareil sur l'avenir, je peux me tromper comme il y a 2 semaines. Mais je pense qu'on doit nécessairement accorder une part d'humanité, sans quoi il faut admirer les plus barbares des politiques les plus barbares. Et je ne suis pas d'accord avec cette approche qui, malheureusement, trop souvent, me semble-t-il, tient lieu, encore une fois, de géopolitique. C'est une chose de reconnaître
et d'étudier la réalité du monde, même lorsqu'elle est difficile, même lorsqu'elle est pleine de noirceur, pleine de tuerie, pleine de fureur et de guerre, c'est une autre chose de s'en satisfaire. Et je pense qu'en géopolitologue, je ne dois pas, personnellement en tout cas, m'en satisfaire, et certainement pas en tant que citoyen. Et aujourd'hui, et là maintenant tout de suite, je peux le dire sans que vous me traitiez de faillot, monsieur le ministre, parce que ça y est, c'est fait, je dois pouvoir, enfin je veux vous affirmer que ces dernières années, vous, parmi d'autres, mais vous avez porté parmi les ministres régaliens, parmi les hommes d'État et de gouvernement, notamment dans les démocraties occidentales, une parole à la fois réaliste, très géopolitique, en portant notamment l'Europe-puissance que vous avez évoquée tout à l'heure dans vos souhaits, mais aussi une approche jamais totalement départie, jamais tout à fait éloignée des problématiques humaines et humanistes. Et ça, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, est extraordinairement précieux. J'en ai fini, je voudrais juste rendre hommage, je m'en excuse, mais ça me fait plaisir de le faire, je voudrais rendre hommage à mon père qui est parti il y a 2 ans de la peste contemporaine, et qui, pendant quelques années, dont la langue natale n'était pas le français, qui pendant quelques années a dû se cacher, et qui, en dépit de cette histoire personnelle, tragique, a toujours été et est toujours resté extrêmement patriote. Il m'a appris le patriotisme, il m'a appris l'amour de la France, de la nation française, de la République, et je pense qu'aujourd'hui il serait très fier que son fils reçoive un tel prix des mains d'un ministre en titre et en exercice de la République française. Merci. Deux grands témoins que j'ai demandé de me rejoindre tout de suite, Masha Meryl et André Gratchev, pour nous dire quelques mots évidemment inscrits dans la période et dans le contexte géopolitique et historique que nous vivons. On commence avec vous, Masha. Bonsoir. Dans cette période troublée et troublante, je suppose qu'on attend de vous, les chercheurs, les chercheuses, les journalistes, les politiques, les diplomates, de lire dans la boule de cristal. Et bon nombre d'entre vous se sont trompés. Alors moi, je vais vous faire part d'une conviction. Et je suis heureuse d'ailleurs d'avoir entendu Monsieur le ministre partager la même récemment dans vos dernières interventions. Monsieur Poutine ne gagnera pas. Il ne gagnera pas parce que s'il gagne cette guerre, il y en aura une autre derrière, celle avec son peuple. Parce qu'il faut que vous sachiez que la moitié, presque la moitié du peuple russe, qu'il ne faut pas confondre avec le régime de Poutine, n'est pas d'accord avec cette guerre. Nous avons reçu de toutes parts des pétitions de personnes de la culture, de scientifiques, de journalistes qui sont muselés, et qui en plus maintenant risquent la tôle s'ils parlent, qui ne sont pas d'accord avec ce régime. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a quelques années que vraiment tout s'est redurci, serré, et que nous avons été un peu aveugles. Pas nous, pas moi. Moi, je suis russe d'origine, je suis française, je suis née en France, mais la ville d'origine de mes parents, c'est Odessa. Et je vous assure que si Odessa tombe, et si Kiev tombe, je pense qu'on est à l'oreille d'une guerre beaucoup plus grande que ça. Et d'ailleurs, le président Macron nous en a averti avec le dialogue du Trianon qu'ils ont créé pour essayer de maintenir ces liens très forts, culturels, qui existent, qui sont très forts. Alors, ma position, c'est surtout que j'organise chaque année un festival de cinéma russe en France, car c'est pour eux la seule possibilité d'être vus. Leurs films sont boycottés, pas financés, ils ont des difficultés inénarrables pour faire leurs films, et les jeunes cinéastes russes nous font des films extraordinaires, des films d'une force et d'une actualité que vous n'imaginez pas. Alors je vous invite tous, le 23 mars, au cinéma Le Max Linder, au lieu de faire le festival comme nous pensions le faire du 21 au 28, on va faire cette grande soirée avec un forum où des artistes français et des artistes russes viendront s'exprimer avec toutes les difficultés que vous pouvez imaginer. Certains d'entre eux, naturellement, ne peuvent pas quitter la Russie. On les aura en Zoom. Il y en aura un ou deux qui arriveront quand même grâce aux efforts
de notre ambassadeur à Moscou. Ils arrivent à avoir des visas et tout ça va être extraordinairement périlleux. Et je pense que je vous incite tous de dire à quel point nous savons que le peuple russe n'est pas d'accord. Ils sont en majorité effrayés et effondrés de ce qui se passe, sans compter que la misère les gagne et que M. Poutine n'a pas peur d'affamer son peuple. Parce que sous prétexte que c'est un peuple résilient, qui a déjà connu des grandes restrictions, des grandes misères, non. Je crois que là c'est fini et il y a toute une génération, ceux qui ont moins de 40 ans, qui ne regardent pas la télévision officielle russe, qui nous regardent nous. C'est pour ça que nous, tous les journalistes, je vous incite à essayer de communiquer le plus possible par tous les réseaux, tous les canaux qui existent, officiels ou moins officiels. Alors, Monsieur le Ministre, je vous remercie de votre optimisme, je le partage et j'espère que tous ici, vous serez du côté du peuple russe. De nous avoir rappelé que la Russie n'est pas Vladimir Poutine. On va demander à Andrei Gradchev d'être l'autre grand témoin de cette soirée avant de conclure cette cérémonie. Merci d'être là ce soir. Merci. Monsieur le ministre, chers Russes, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, Rachamiri, Спасибо. Voilà, je vous dis merci d'apporter un argument de plus qui légitimise ma présence parmi vous en ces jours dramatiques. Dramatiques pour le monde, pour l'Europe, pour l'Ukraine, mais aussi pour la Russie. Moi-même, je suis né 2 semaines après l'invasion par les nazis de l'Union soviétique. Et c'était les 2 semaines, bon, à peu près, le calendrier se répète, les 2 semaines, le moment auquel les bombardiers, les avions allemands bombardaient Kiev. Donc, vous pouvez vous imaginer quel sentiment que je partage, j'en suis certain, avec non seulement des milliers, des millions de Russes peuvent nous animer actuellement. Je me demande comment M. Poutine envisage la célébration du 9 mai, d'ici très près. Un jour sacré pour l'ensemble des Russes, des ex-soviétiques, le jour de commémoration de la grande victoire contre les vrais nazis. La victoire à laquelle des millions de Russes, des Ukrainiens, mais aussi la multitude des autres peuples de l'Union soviétique ont contribué par leur vie, par leur sang, par leur bataille. Et voilà que, à mon avis, il est important en ce moment, il y a peut-être la nécessité de ne pas cesser de le rappeler qu'il ne s'agit pas actuellement de la lutte, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ni entre les Russes et les Ukrainiens. Il s'agit de la guerre déclenchée par le régime en place, actuellement, pendant un certain temps, à Moscou, et qui veut faire passer ses aspirations géopolitiques, dont notre prix est bien présent là, démesuré, pour les faire passer pour la défense des intérêts nationaux de la Russie. Ce qui n'est pas, bien sûr, le cas. Parce que si le 9 mai, on va marquer, je ne sais pas
comment, en quelle forme, je n'ose pas croire que ça va être célébré, la chute de Kiev, ça va être une insulte pour la mémoire de mes parents, des générations qui ne sont plus là avec nous, mais aussi des milliers de Russes, des Ukrainiens qui sont là et qui avaient combattu le nazisme et qui ont gagné parce qu'ils l'avaient combattu ensemble. Et je voudrais aussi souligner un aspect pour moi important, c'est que dans cette situation bien particulière, le régime de Poutine cherche à solidifier ses bases dans un certain sens en prenant en otage aussi la société russe, en le transformant en son complice dans cette guerre qui n'ose pas annoncer son nom. Mais il ne faut pas lui faciliter cette tâche. Il ne faut pas que les Russes qui sont bombardés, pas, au moins pour le moment, par les vraies bombes à travers le territoire de la Russie, sont bombardés par la propagande, par l'absence de la réalité sur ce qui se passe en Ukraine, et ce qui est réalisé en leur nom. Mais il s'agit d'un travail à faire, parce que ce n'est pas facile. Je vais vous citer un exemple presque anecdotique. Une équipe des sportifs aux Jeux paralympiques tout à l'heure à Pékin, russe, a été éliminée, a été écartée des Jeux suite au déclenchement des hostilités, enfin de l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces pauvres sportifs handicapés, pour qui c'était, pour la plupart, un drame épouvantable, eh bien, ils se sont réunis, ils ont déployé le drapeau russe et ils ont chanté l'hymne de la Russie. Et ils se sont dit, mais, ok, comment peuvent-ils nous punir? En excluant de ces jeux? Mais nous y sommes déjà. Et donc, à mon avis, il ne faut pas procéder de cette façon. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit, dans le cas de la Russie actuelle, d'un pays, dans un certain sens, handicapé, qui doit être soigné parce que, et là, je vais terminer, parce que, à mon avis, si on cherche tous la réponse à une des questions maudites, comme on dit, russes, qui est coupable et что делать? Que faire? Bon, la première, peut-être qu'on peut l'oublier, au moins pour le moment. Mais что делать? Que faire? Là, il faut bien comprendre que pour arrêter Poutine, il faut compter, avant tout évidemment, sur la résistance du peuple ukrainien vaillant, mais aussi sur la résistance de la société russe. Sur son éveil, je ne sais pas quelle forme sera. Je voudrais tout simplement rappeler qu'en 1968, après l'invasion des chars soviétiques de Prague, il n'y avait que 8 personnes qui ont osé sortir sur la place rouge pour manifester contre cette guerre. Dimanche dernier, vous aviez plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont 13 ou 15 000 reconnus officiellement comme interpellés, comme arrêtés par la police, qui ont protesté. J'appelle ces jeunes, pour la plupart, même s'il y avait des vieux comme moi, des enfants de Gorbatchev, des enfants de la Perestroïka,
parce que la Russie actuelle, la Russie post-soviétique, est en même temps la Russie post-perestroïka. Et c'est une Russie qui ne va pas accepter de suivre Vladimir Poutine sur la voie de retour vers l'âge des empires, sur la route vers l'Asie, vers la Corée du Nord, parce qu'il s'agit d'une société européenne, il s'agit d'une société moderne, il s'agit tout simplement de la société russe. Merci. Qui a le courage de parler clairement. Et j'espère à l'année prochaine, mon cher André. Puisque tous les ans, tu nous fais l'amitié d'être présent. Je ne vais pas faire de discours, rassurez-vous, je voulais simplement vous dire qu'au terme de ce quinquennat, nous fêtons la 9e édition, Monsieur le ministre, de ce prix du livre de géopolitique. Je voulais féliciter bien évidemment notre lauréat Frédéric Ancel, mais aussi nos 2 finalistes, Jean-Marie Guénaud et Michel Duclos. C'était vraiment des livres, on vous a fait attendre, pardon, mais nous n'arrivions pas à nous mettre d'accord. On aurait voulu couronner les 3 livres. Voilà. Donc bravo à vous, bravo pour ces livres. Merci Macha, merci André, merci mon cher Manuel, Monsieur le Premier ministre, de votre amitié. Merci mon cher Jean-Yves pour ces 9 années de travail, de complicité et j'espère de réflexion qui peut-être aboutiront, peut-être débloqueront les choses. Je vous dis à l'année prochaine.